se souvient aujourd'hui du peintre Jean-Léon Gérôme, du romancier Frédéric Soulier, du philosophe Victor Cousin? Qui se souviendra demain de Pierre Mendès France, de Raymond Barre, de Philippe Séguin? Sans doute personne, car voyez-vous, tous ont en commun d'être restés fidèles à des valeurs que la modernité allait balayer. De fait, en art comme en politique, la notoriété sourit d'abord à ceux qui savent anticiper la marée montante, et lorsqu'elle survient, concentrer sur elle toute leur énergie et, disons-le, leur cynisme, pour se placer précisément là où la vague porte le plus loin. Or justement, au milieu des années 60, une vague massive déferle sur le monde occidental. Un véritable tsunami voué à déconstruire le monde bourgeois, rendu responsable des guerres mondiales, de la colonisation et des inégalités de conditions sociales comme de genre. Contrairement aux ruptures de 1789 et de 1917, son modus operandi n'est pas la violence physique, mais un travail de sape sur la mémoire collective afin d'instiller au cœur d'un ordre encore profondément imprégné de morale chrétienne le plus redoutable des poisons, la mauvaise conscience. Télévision et cinéma, en écrasant les nuances et en amplifiant les contrastes, vont donner à ce mouvement un pouvoir de suggestion jusqu'alors inconnu. De cette dynamique ont émergé de nouvelles élites, souvent issues de cette même bourgeoisie qu'elle dénonçait. Mais là où les intellectuels du XIXe siècle prétendaient parler au peuple pour l'arracher à sa condition, les élites intellectuelles nées dans les années 60 s'adressent d'abord à la classe moyenne, véritable cœur normatif de la société. Il ne s'agit plus de susciter une mobilisation politique, mais d'imposer un magistère moral durable, destiné à orienter les comportements, à fixer les frontières du légitime, et, bien sûr, à tirer parti des opportunités qu'offre cette position dominante. Se sont ainsi imposées des normes et dessinées les contours d'un futur, avant même qu'il n'advienne, bientôt présenté au peuple comme le cours naturel et inévitable des choses. Ce basculement a marqué le début d'un nouvel ordre moral et symbolique, où le réel cède sa place à une mise en scène, et où ceux qui ont su mettre de côté leurs scrupules deviennent par la seule force de leur anticipation les tireurs de ficelles d'un théâtre de marionnettes. Le document que vous allez entendre explore la face cachée de l'un de ces personnages, élevé par les élites au rang de conscience morale, mais qui, naguère, s'était mobilisé pour façonner ce présent que les Français rejettent aujourd'hui massivement. Personnage à la fois d'argent et d'esprit, et figure tutélaire de l'humanisme républicain, naturellement la Ve République, même agonisante, ne pouvait faire moins que de lui réserver une place au Panthéon. Il s'agit, vous l'avez deviné, de Robert Badinter, l'avocat de Patrick Henry, l'initiateur de l'abolition de la peine de mort, ancien ministre de la Justice, puis président du Conseil constitutionnel, un sage qui incarna jusqu'au bout, dit-on, une conscience morale pour le peuple français. Ça, bien sûr, c'est le portrait officiel, celui des élites et des turiféraires, car derrière la mémoire du défunt, dont on nous assure aujourd'hui qu'il fut d'entre tous le meilleur, se profile un maître communicant, un rhéteur habile, qui a su tirer parti d'une époque où le succès se juge à l'aune de l'ascendant moral exercé sur la presse parisienne. À l'image de Jean Monnet, qui, comme c'est étrange, repose lui aussi au Panthéon, Robert Badinter fut l'initiateur d'un projet de société, celui d'une justice réhabilitative dont on n'a jamais voulu mesurer les contre-coups et qui, tout comme le projet fédéral européen, se retrouve aujourd'hui au cœur de toutes les critiques. C'est afin de mieux cerner le personnage que je vous invite maintenant à revisiter 4 moments essentiels de sa vie, comme autant de fissures dans le marbre d'un cénotaphe, sans doute un peu surdimensionné pour l'homme qu'il fut en vérité. Commençons par ce qui semble un épisode mineur, mais dont la portée symbolique mérite qu'on s'y arrête. Le 18 janvier 1977 s'ouvre devant la cour d'assises de l'Aube, à Troyes, le procès de Patrick Henry, 23 ans, pour l'enlèvement et le meurtre, 1 an plus tôt, du petit Philippe Bertrand, âgé de 7 ans. En cet hiver lugubre, l'opinion publique est à cran. Quelques mois auparavant, Christian Ranucci avait été exécuté pour le meurtre de la petite Marie Dolores Rambla.
On devine sans peine la pression qui pesait alors sur le jury, pour que Patrick Henry fût lui aussi condamné à mort, d'autant que l'enquête avait montré qu'il avait agi de sang-froid, sans la moindre circonstance atténuante. Or le 20 janvier, c'est le coup de théâtre. Patrick Henry est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il échappe à la peine capitale à une voix près. 7 jurés sur 12 s'étaient prononcés pour écarter les circonstances atténuantes, il en fallait 8 pour l'envoyer à l'échafaud. À 3, le verdict fait scandale. Jurés et défenseurs doivent être placés sous protection policière. À Paris, en revanche, la plaidoirie de Robert Badinter est saluée comme celle d'un roi thaumaturge. À partir de ce jour, notre jeune avocat va se retrouver auréolé d'une légitimité morale et politique quasi dévotionnelle. Ce procès va constituer le dernier tremplin avant son ultime combat, celui qui le verra porter l'estocade finale à la peine de mort. Pour autant, cette plaidoirie a-t-elle été aussi décisive qu'on a bien voulu le dire? Là est toute la question. Le 18 juillet 2002, France 2 diffuse un épisode de son émission « Faites entrer l'accusé », animé par Christophe Ondelat. Claude Fouchier, au moment de l'affaire, vous êtes reporter à RTL, vous couvrez l'affaire en elle-même, puis le procès, et un jour, vous êtes amené à rencontrer un par un tous les jurés du procès en assises de Patrick Henry. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on avait reçu un coup de fil insolite à la rédaction de RTL. C'était le coup de fil d'une commerçante de Troyes, dont le mari avait été juré au procès, et qui nous demandait de passer un communiqué à l'antenne selon lequel son mari avait voté la mort, parce qu'il n'y avait plus personne dans le magasin, son magasin était boycotté, elle trouvait ça catastrophique, elle disait « Moi, mon mari a voté la mort, il faudrait que vous fassiez un communiqué à l'antenne ». Parce qu'au fond, la ville entière reprochait aux jurés de ne pas avoir condamné Patrick Henry à mort. La ville. C'était d'ailleurs terrible. Le soir même du verdict, les gendarmes gardaient les jurés. À l'annoncé du verdict, toute la foule criait à mort. Donc ça vous intrigue, vous allez à Troyes et vous allez les voir, chacun à leur tour, tous les 9. Pourtant c'est interdit, on n'a pas le droit de raconter. On n'a pas le droit de trahir le secret des libérations, mais je n'ai pas trahi le secret des libérations. Il y a un article du Code pénal effectivement qui est interdit, mais c'était pas le secret des libérations. C'était pour savoir quel était l'élément qui les avait conduits de façon très étonnante, puisque contre toute l'opinion publique, à voter contre la mort. Et alors qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, bon, je passe sur ceux justement qui disent j'ai voté la mort, et j'en trouve 3 en fait, qui me disent qu'ils ont voté contre la mort par conviction catholique. Alors, il faut comprendre que cette conviction avait été soutenue et confortée par l'évêque de Troyes. Autrement dit, l'évêque suggère que s'il y a des catholiques dans le jury, ils ne doivent pas voter la mort. C'était quand même une indication. Et elle était d'autant plus courageuse de la part de cet évêque que, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'évêques qui en France à l'époque auraient adopté cette position assez courageuse. Ils vous disent, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que c'est peut-être plus l'évêque qui a pesé sur ce procès que Maître Badinter? C'est la conclusion à laquelle vous arrivez? Maître Badinter a fait une plaidoirie absolument éblouissante, mais il aurait été... Enfin, c'était impossible, étant donné l'ambiance qu'il y avait. N'oubliez pas qu'on jugeait en plus le criminel d'un enfant que tout le monde connaissait, puisque c'est une petite ville où tout le monde se connaissait, on le jugeait sur les lieux mêmes de son crime. Toute la ville voulait la mort, à part quelques exceptions. Et là, c'est pas par la seule magie du verbe de Badinter, étonnante, formidable, mais c'est pas par la seule magie du verbe qu'on pouvait changer les opinions à ce point et trouver suffisamment de gens pour faire basculer l'opinion d'un jury. Pas possible. En quelques minutes, la fiction du roi thaumaturge s'était fracassée contre le panneau d'un confessionnal improvisé par RTL. Trop tard, cependant, pour rétablir la vérité. La machine médiatique s'était déjà emballée. Il n'était naturellement pas question d'ôter de la tête de l'avocat sa couronne,
a fortiori pour la poser sur celle d'un prélat, tout évêque qu'il fût. Le procès de Patrick Henry a exposé une France coupée en deux par une ligne de faille qui n'a cessé depuis de s'élargir. En 1977, en province, la dignité humaine ne se construit pas à coups de grands discours moralistes ni de postures humanistes. Elle s'enracine dans le travail, les fins de mois difficiles et dans la cellule familiale, au cœur de laquelle la sécurité des enfants demeure un absolu non négociable. À Paris, en revanche, la posture abolitionniste tend à devenir un marqueur social, presque un passage obligé pour une bourgeoisie intellectuelle en quête de respectabilité morale, séduite par les idées progressistes d'une gauche portée à se repentir de tout, y compris de la violence d'État, naguère son cheval de bataille, qu'elle refuse désormais d'assumer. À partir de ce procès, tout le travail de Robert Badinter, de la gauche et des médias, va consister à insuffler dans la conscience collective des Français l'idée que la peine de mort est une coutume barbare, associée à l'extrême droite, tandis que l'abolition de la peine de mort est le propre des nations civilisées.